Bonjour, nous sommes le 9 mars, le jeudi 9 mars, notre 125e édition. Vous voyez un petit peu les Dalton. Il y a Avrel d'un côté et Joe à la fin, voilà. On n'est ni les plus intelligents ni les plus idiots. En fait, on est bien tous les deux, Arnaud. Euh, vous voyez que nous sommes quatre, donc vous voyez que Arnaud et Igor sont tous les deux ici présents et on est ravis de les retrouver puisqu'ils n'étaient pas là la semaine dernière. En tout cas, ils étaient présents, mais pas toujours ensemble. Et nous avons un invité surprise dont il parlera tout à l'heure, qui est le professeur Derlon, un grand neurochirurgien français qui vient en Russie depuis plus de 30 ans, mais on en parlera à la fin, si vous me le permettez. On va commencer donc par Arnaud, qui a un certain nombre de choses à nous dire. Je vois qu'il a fait des tâches sur ses feuilles. Arnaud, la parole est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Quelques nouvelles d'économie pour commencer avec le RSPP, c'est l'Union russe des industriels et entrepreneurs, l'équivalent du MEDEF en quelque sorte, qui souhaite la dépénalisation d'une dizaine d'infractions économiques et qui a transmis ses propositions en ce sens au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, ainsi qu'au parquet général et à la Douma d'État. Et ce sujet de l'allègement de la pression judiciaire sur le monde des affaires devrait être évoqué lors de la rencontre entre les membres du bureau du RSPP et Vladimir Poutine le 16 mars prochain. En tout cas, c'est ce qui a fuité dans la presse russe. Autre nouvelle, autre événement, petit événement, c'est l'entretien accordé par le ministre de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, au quotidien Commerçant, entretien publié en début de semaine, dans lequel le ministre dresse un état des lieux du secteur stratégique, s'il en est, dont il a la charge. Et deux chiffres retiennent l'attention. La Russie ne produit que 3% de ses semences de betterave à sucre et 9% de ses plants de pommes de terre. Alors, c'est intéressant en soi. L'entretien ne se résume pas à ça. Et cette prise de parole est intéressante aussi parce qu'elle est rare. Dmitri Patrouchev s'exprime peu fréquemment dans les médias, d'autre part parce que son nom revient dans les discussions à Moscou lorsque l'on évoque les possibles successeurs de Vladimir Poutine. Alors, pas en 2024, semble-t-il, parce que Vladimir Poutine devrait se représenter, mais un peu plus tard. Pour rappel, Dmitri Patrouchev est le fils de Nikolaï Patrouchev, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, l'un des hommes les plus influents du pays. Dmitri Patrouchev a 45 ans. Il est diplômé, entre autres, de l'Académie diplomatique, de l'Académie du FSB. Il a travaillé comme vice-président de VTB, puis président de Rossel-Rosbank, c'est l'équivalent russe du Crédit Agricole. Et il siège par ailleurs au conseil d'administration de Gazprom. Donc on voit un CV déjà très impressionnant et encore une fois un portefeuille stratégique dans le système russe actuel. Donc à suivre. Quelques mots de politique intérieure. Tout d'abord, un tribunal de Moscou qui a condamné Dmitri Ivanov, qui est un étudiant de l'Université d'État de Moscou et administrateur d'une chaîne Telegram, à 8 années et demie de réclusion criminelle pour, je cite, propagation de fausses nouvelles sur l'armée russe. Il lui était notamment reproché des publications relatives aux événements de Boutcha et de Mariupol en mars 2022. Autre nouvelle, un peu dans le même registre, si j'ose dire, Transparency International qui a été déclarée organisation indésirable en Russie par le parquet général. Enfin, et on en revient à l'échéance de 2024, la présidentielle de l'année prochaine, le quotidien RBK, qui est un grand quotidien économique, qui rapporte qu'un séminaire de cadrage a eu lieu au sein de l'administration présidentielle sur ce sujet des élections présidentielles à venir. Le scénario central, c'est celui d'une candidature, une nouvelle candidature de Vladimir Poutine, et l'administration présidentielle, selon ces mêmes sources, aurait fixé comme objectif un résultat supérieur à celui de 2018. Pour mémoire, à l'époque, Vladimir Poutine avait recueilli près de 77% des suffrages exprimés. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, cher Emmanuel, sur les sujets économiques et politiques. Merci beaucoup, Arnaud. Sur la dépénalisation d'infractions économiques, il faut savoir qu'on soutient le RSPP
Nous avons nous-mêmes soumis une liste de ces infractions auprès du ministère du Développement économique. Et donc, c'est en fait une bonne nouvelle que le MEDEF russe se charge de la question aussi. Eh bien, mon cher Igor, la parole est à toi. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui. Merci Emmanuel, bonjour. Effectivement, une actualité qui est assez riche. Alors, je vais commencer par la traditionnelle point sur l'aide militaire à l'Ukraine, dont on avait déjà parlé lundi dernier. Alors, commencer par l'Allemagne, puisque Olaf Scholz a indiqué récemment que depuis février 2022, l'Allemagne avait fourni pour 14 milliards d'euros d'aide militaire, humanitaire, économique à l'Ukraine et que d'ici la fin du mois de mars, l'Ukraine devrait recevoir les 18 tanks Léopard 2 promis par Berlin, sachant que 3 autres unités arriveront du Portugal. Toujours sur les Léopard 2, la Pologne a déjà livré 10 des 14 unités qu'elle a promis à l'Ukraine. De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis le 8 mars pour approuver une rallonge de 2 milliards d'euros pour la fameuse facilité européenne pour la paix dont on a parlé lundi dernier. Je rappelle que M. Borrell avait demandé une rallonge d'1 milliard. Manifestement, c'est 2 milliards donc, qui ont été décidés, qui seront très probablement utilisés pour fabriquer des obus pour l'artillerie ukrainienne. Alors, je rappelle que la facilité européenne pour la paix est un instrument extra-budgétaire qui a pour objectif, je cite le site de l'Union européenne qui décrit cet instrument, d'améliorer la capacité de l'Union à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale. Fin de citation. Alors, la veille, le 7, ce sont les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne qui étaient réunis à Stockholm. J'en avais parlé lundi, en présence de M. Reznikov, ministre ukrainien des Affaires étrangères, pour décider là plus concrètement justement de quelle capacité, de parler de chiffres. À cette occasion, M. Reznikov a expliqué qu'il avait besoin, enfin que son armée avait besoin de 1 million d'obus, dont l'estimation pour 5 millions d'obus, c'est environ 4 milliards d'euros. Monsieur Borrell, avec 1 milliard, estimait qu'on pouvait fabriquer 250 000 obus. Et M. Reznikov a expliqué qu'actuellement, l'artillerie ukrainienne consomme entre 90 000 et 100 000 obus par mois, sachant qu'on est, suivant les points du front évidemment, mais on n'est pas dans un niveau d'intensité qu'on a pu connaître au printemps ou à l'été dernier. Là, on est quand même sur une phase plutôt, j'allais dire, stabilisée, mais en cas de tout d'un coup comment dirais-je, de surchauffe sur le front, évidemment, on peut imaginer que cette consommation qui est estimée à 90 000 obus par mois augmente soudainement, très rapidement. Et donc, c'est probablement pour ça que M. Reznikov demande des réserves d'obus considérables. Les chefs de ce qu'on appelle la communauté du renseignement ont été auditionnés aux États-Unis par le comité du Sénat pour le renseignement. Donc, on parle de la directrice du renseignement national américain, Madame Avril Haines, mais également des chefs de la CIA, du FBI et de la NSA qui ont tous été donc passés, auditionnés par le Sénat. Alors, j'ai retenu quelques déclarations de Madame Avril Haines, la directrice donc, du renseignement national américain. Elle a dit 3 choses, à mon avis, qui valent la peine d'être retenues. Tout d'abord, que la Chine demeure et demeurera une priorité sans commune mesure pour Washington. Deuxième élément, que d'après ses services, la Chine poursuivra et approfondira sa coopération diplomatique, de défense, économique et technologique avec la Russie en vue de défier les États-Unis. Et troisièmement, que d'après ses services, Vladimir Poutine est prêt à poursuivre le conflit en Ukraine pendant des années. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait certaines analyses outre-Atlantique qui laissaient entendre que à la faveur de ce conflit en Ukraine, eh bien, il pourrait y avoir comment dirais-je, les priorités en matière de politique étrangère américaine pourraient être rééquilibrées et que finalement le focus sur la Chine pourrait être revu en faveur d'une montée, je dirais, de la Russie dans les priorités. Mais finalement, à entendre les chefs de la communauté du renseignement, la Chine, sans trop de surprise, demeure la priorité pour la politique étrangère américaine.
Un point sur l'accord céréalier, puisque le secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, était en visite à Kiev hier pour évoquer la question de ce deal céréalier, de sa reconduction qui est menacée, et également pour parler de la sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporojié. C'est le troisième déplacement de M. Gutiérrez à Kiev en moins d'un an. Évidemment, il prépare la prolongation possible de ce deal au-delà du 18 mars prochain. Et dernière nouvelle, elle porte sur la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères à Moscou aujourd'hui. Ce ministre donc, a rencontré Sergueï Lavrov à la mi-journée. Les sujets qui ont été évoqués, principalement l'Ukraine, évidemment, mais aussi apparemment le deal OPEP+. Je rappelle que le ministre saoudien des Affaires étrangères était à Kiev il y a quelques jours, le 27 février, plus précisément. Voilà, Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, on a peu de questions, donc vous pouvez nous les poser, hein. J'ai une première question pour toi, Igor. Tu disais que l'Ukraine disait qu'elle avait besoin d'1 million d'obus, que l'Union européenne était prête à en faire 500 000, si j'ai bien compris, avec 2 milliards. Mais combien de temps faut-il pour fabriquer 500 000 obus? Ben voilà, ça c'est le problème des capacités, c'est combien de temps faut-il et c'est où est-ce qu'on va les produire. Parce que évidemment les chaînes de production ne sont pas du tout dimensionnées pour ce type de volume. D'autre part, il a été décidé lors de ce conseil à Stockholm des ministres de la Défense des 27 de continuer à puiser dans les stocks des armées nationales. On sait dans certains pays qu'on atteint déjà des niveaux critiques et que entre la fourniture que l'on compte apporter à l'Ukraine et le fait qu'il faut reproduire pour regarnir ces stocks, on risque d'avoir des problèmes là aussi de production, de cadence. Par exemple, en France, on imagine des solutions avec des pays partenaires ou alliés pour augmenter la production d'obus. On va chercher en Australie, par exemple, pour la poudre, ce qu'on appelle la poudre noire, puisqu'on n'est pas capable sinon d'assumer les volumes. Mais même au-delà de cette question d'obus, pour ce qui est des tanks, parce que les tanks aussi, ça consomme des obus, même si on parle de quelques dizaines, peut-être centaines de tanks tout au plus, il y a un problème de pièces de rechange, typiquement pour les Léopard 2. L'industriel allemand a clairement fait comprendre qu'il n'était pas en mesure de suivre la cadence pour la maintenance, parce que les tanks, on fait des exercices avec, on peut les déployer sur des terrains d'opération extérieure, etc. Mais là, on parle quand même de ce qu'on appelle un conflit de haute intensité. Et donc, c'est pas pareil quand on envoie un tank sur un champ pour faire ce qu'il a à faire, qui revient ensuite. Derrière, il y a de la maintenance pratiquement au quotidien. Et ça, l'industriel allemand a déjà fait savoir qu'il n'était pas en mesure de fournir les pièces dans les cadences demandées. Alors, ce qui amène certains pays comme la Pologne à envisager de créer in situ des centres de maintenance sur leur territoire pour absorber en fait une partie de ces tanks et pouvoir les mettre enfin, faire de la maintenance en conditions opérationnelles, ce qu'on appelle la maintenance en conditions opérationnelles, plus proche de l'Ukraine et pour raccourcir les délais en fait de maintenance et pouvoir les renvoyer plus vite sur le front. Donc en fait, on voit que c'est toute une chaîne à la fois de la production à la maintenance qui doit être revue, mais au pied levé pour pouvoir satisfaire, je dirais, les besoins de l'armée ukrainienne. Donc, ça va être difficile. Donc ça va être difficile. Quelle est autre question, c'est sur l'énergie dont ils ont besoin, entre autres pour faire fonctionner tous ces tanks, mais aussi le reste de leur armée. D'où vient-il? D'où vient le pétrole nécessaire enfin... J'imagine, alors ça, j'ai pas de réponse précise à te fournir. Moi, je peux tout à fait imaginer qu'il est évidemment fourni ce kérosène, cette essence, par les alliés de l'Ukraine. Hein. Donc, effectivement, ça consomme beaucoup d'essence, un tank. Et on sait notamment qu'en ce qui concerne les Abrams américains qui ne sont pas encore arrivés, qui sont censés arriver, s'ils arrivent en tout cas un jour à la fin de l'année, voire début 2024, ils sont notamment réputés pour consommer énormément de kérosène. Donc effectivement, là, il y a une problématique aussi d'alimentation en essence et de logistique, hein, en fait. Donc ça, c'est fourni clairement par les alliés. Autant que les raffineries ukrainiennes ont été détruites, ne sont plus opérationnelles. Est-ce qu'il y a toujours un pipe de pétrole qui passe par l'Ukraine pour fournir du pétrole à la Hongrie ou Oui, c'est la branche sud de Druzhba qui est opérationnelle et qui alimente toujours la Hongrie, effectivement. Et l'Ukraine peut se connecter dessus? Théoriquement, oui. Il faut voir quels sont les contrats, quels sont les... Bon, on parle de brut, en l'occurrence. Hein. Oui, donc il faut le raffiner après.
On a une question sur la fourniture d'uranium dans le monde. On nous demande quel est le rôle de la Russie et ont-ils effectivement plus de 50% du marché mondial? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas les chiffres précis en tête. Alors, tout dépend de quoi on parle. 50%, certainement pas. Est-ce qu'on parle donc, de la possession des gisements d'uranium? Certainement pas non plus. Est-ce qu'on parle de la part de la Russie dans la fourniture de combustible ou dans le marché du retraitement? Donc, bon, là, je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Ce qui est sûr, c'est que Rosatom est un leader mondial. Rosatom et ses différentes filiales, Tvel et d'autres. Alors, Rosatom a une division minière qui est montée en puissance depuis une bonne quinzaine d'années, qui a acheté des actifs au Kazakhstan, également en Afrique, à une époque où les gisements russes étaient soit peu accessibles, soit pas encore en service. Donc, il y a eu une politique assez ambitieuse d'acquisition d'actifs à l'étranger. Alors, dans une précision, oui, on parle d'enrichissement. On nous dit que Rosatom possède effectivement environ 50% des capacités mondiales d'enrichissement, mais ça ne veut pas dire que ces capacités fonctionnent à full capacity. Bon, en tout cas, Rosatom, d'abord, est un acteur, encore une fois, mondial, qui est présent, et c'est assez rare, pour ne pas dire unique, désormais, tous les niveaux de la chaîne, depuis l'extraction jusqu'au retraitement, en passant par la construction de réacteurs. On sait que Rosatom a un portefeuille d'exportation, je crois, d'une trentaine de réacteurs à l'étranger. Il y a l'Inde, la Turquie, l'Égypte, etc., la Hongrie, etc., etc. Et dernier point qui est connu, mais que je rappelle, Rosatom n'est pas sanctionné précisément parce que cette entreprise est incontournable et ses coopérations sont incontournables, y compris avec des pays comme la France. On nous demande aussi, y a-t-il eu une consolidation des actifs de Rosatom au Kazakhstan ces derniers jours? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai pas vu ça ces derniers jours, mais Rosatom, effectivement, a des mines au Kazakhstan, des mines d'uranium. Autre question sur la Géorgie, puisque vous savez qu'il y a eu des protestations très fortes en Géorgie suite au projet de loi sur les agents de l'étranger, qui était copié sur celle en vigueur en Russie, celle en vigueur en Russie étant copiée sur celle en vigueur aux États-Unis. Alors, on nous demande comment les médias russes ont traité le vote, la protestation et le retrait, qui date d'aujourd'hui, concernant la loi sur les agents de l'étranger en Géorgie. Alors, M. Peskov a expliqué que la situation est jugée la situation inquiétante par rapport aux manifestations, etc. Bon, sur le volet principalement sécuritaire, ça c'est pour la réaction officielle. Maintenant, dans la façon dont c'est traité, moi j'ai retenu trois thèmes principaux. Tout d'abord, souvent c'est commenté sous l'angle de on nous refait le coup du Maïdan, mais en Géorgie. C'est-à-dire que manifestations, banderoles, détentes, etc. C'est encore une tentative de renverser un pouvoir qui n'est pas franchement hostile à Moscou. Et en tout cas, s'il venait à changer, a priori, on peut imaginer qu'il y aurait une direction un peu plus dure à l'égard de la Russie. Donc, forcément, pas à l'avantage du Kremlin. Bon, c'est une premier angle. Le deuxième angle, c'est, mais qui est, comment dirais-je, qui va de pair, c'est de dire qu'on tente d'allumer un deuxième front sous le nez de la Russie. Donc, comme la Transnistrie dont on a parlé la semaine dernière semble s'apaiser, ou en tout cas jusqu'à la prochaine montée de crise ou de tension, ça n'a pas pris. Il y a toujours le Karabakh qui n'est pas très loin. Là aussi, les tensions sont un petit peu, je dirais, en réalité, en permanence, il se passe des choses au Karabakh, on n'en parle pas, mais évidemment pas de la même ampleur que le conflit de 2020, mais il se passe quand même des choses assez sérieuses. Bon, ben là, on tente
Quand je dis on, évidemment, c'est interprété par les médias en Russie comme souvent on voit la main de l'extérieur, et cette main extérieure, souvent une main occidentale, de provoquer un deuxième front pour tenter de reprendre par la force les provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud qui échappent au contrôle de Tbilissi. Et le troisième angle que j'ai retenu, c'est peut-être plus anecdotique, mais ça dit, ça fera écho à des choses qu'on a pu évoquer ici. C'est des photos avec les fils de voitures qui tentent de passer le poste frontière entre la Géorgie et la Russie, mais cette fois dans le sens de Géorgie vers la Russie. Et là, on a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de véhicules qui sont pare-choc contre pare-choc, qui veulent partir avec des gens qui veulent partir de Géorgie pour aller en Russie. Et là, il y a un aspect un peu ironique par rapport à des choses qu'on a pu voir en septembre dernier, hein, souvenez-vous, après l'annonce de la mobilisation partielle, où on voyait là aussi un engorgement et des bouchons monstres. Cette fois-ci dans l'autre sens, de Russie vers la Géorgie, avec des gens qui voulaient a priori échapper au risque de mobilisation partielle. Bon, c'est ce que j'ai retenu en fait hein, sur la façon dont c'est traité aujourd'hui. Tu parlais des Géorgiens donc, qui voulaient fuir vers la Russie. Euh, une question pour toi, parce que j'avais vu une polémique sur les chiffres et je ne sais pas si tu les connais, mais combien d'Ukrainiens sont-ils venus en Russie? Parce qu'il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis, bien évidemment, vers l'Europe de l'Ouest. Et est-ce qu'on a une idée, une estimation de combien sont partis vers l'Europe et combien sont partis vers la Russie? Alors oui, j'avais cité en janvier, je crois, les chiffres de l'ONU au sujet des réfugiés ukrainiens. Et le premier pays récepteur de flux d'Ukrainiens quittant le territoire, c'était la Russie. Alors je crois que j'avais cité 2 millions, 2 millions 8, je crois, un peu moins de 3 millions en tout. Donc en Russie, ce qui fait de la Russie le premier pays en tant de récepteur de ces flux. Et puis derrière, effectivement, on avait la Pologne qui arrivait, je crois, deuxième. Puis ensuite, on avait probablement peut-être l'Allemagne. Voilà. Et puis ça arrivait la Roumanie, etc. Mais la Russie étant le premier pays à recevoir des réfugiés ou des personnes déplacées, enfin plusieurs statuts en réalité. Mais là, on additionnait un peu les personnes. Juste pour revenir encore un point sur la Géorgie, il y a quand même un chiffre, il ne faut pas oublier, c'est que chaque année, la diaspora géorgienne en Russie envoie pratiquement pour 1 milliard d'euros en Géorgie de revenus en fait, qu'ils perçoivent, qu'ils gagnent ici par rapport à leur business, etc. Et donc pour un pays comme la Géorgie, c'est environ 4 millions d'habitants, hein, c'est pas énorme, ça représente quand même une somme substantielle. Donc il y a encore une intégration économique quand même très poussée malgré des relations politiques qui restent problématiques sans être conflictuelles. Une question sur la Turquie. On a vu qu'Erdogan avait un challenger maintenant qui a été nommé par l'opposition. Est-ce que vous connaissez la position du challenger d'Erdogan sur le sujet Russie-Ukraine? Alors, je dirais que probablement moins accommodant que peut être Erdogan par rapport à ce conflit. Quand je dis accommodant, c'est-à-dire qu'on connaît la position de la Turquie, qui est intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas le jeu, enfin, elle n'applique pas les sanctions, mais elle n'a pas fermé son espace aérien, pourtant elle a livré du matériel militaire à l'Ukraine. Néanmoins, elle continue d'accueillir aussi énormément de business, on va dire, en provenance de Russie et essayer de tirer son épingle du jeu. Voilà, essaie en gros de maintenir une forme d'équidistance qui n'est pas évident, mais elle y parvient. Bon, manifestement, ce challenger, lui, n'est pas tout à fait sur la même ligne. Cela dit, après, il y a les convictions, et je dirais, de ce challenger, mais il y a aussi après les intérêts du pays. Et un pays comme Israël, en l'occurrence, l'a très bien compris. On a déjà évoqué ce cas-là plusieurs fois. Donc je pense qu'il serait, dans les faits, probablement moins accommodant, mais en pratique, je serais très curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que la Turquie, si jamais cette personne était élue, son nom m'échappe là, momentanément, c'est pour ça que je ne le nomme pas, hein. Est-ce que la Turquie rejoindrait le camp des sanctions? Est-ce qu'elle se mettrait à jouer les sanctions? Est-ce qu'elle suspendrait tous les vols, là aussi avec la Russie? Franchement, j'en doute, mais encore faudrait-il qu'il soit élu. C'est un challenge important, effectivement. Une question sur Israël. La politique israélienne a-t-elle changé depuis l'arrivée de Netanyahou, le retour de Netanyahou au pouvoir? Alors, à première vue, au premier coup d'œil, j'ai pas le sentiment. C'est-à-dire qu'en gros, la position officielle consiste à dire
On est moralement, évidemment, moralement du côté de l'Ukraine, on condamne, etc., tout ce qui se passe. Cela dit, il n'est pas dans l'intérêt d'Israël de se brouiller avec la Russie voilà, de mettre des sanctions, de couper des vols, de livrer des armes à l'Ukraine, etc., etc. Ça n'est pas dans l'intérêt. Donc, il résonne en termes d'intérêt national pour plusieurs raisons qu'on a déjà évoquées ici, notamment la présence de la Russie en Syrie, le poids géopolitique de la Russie au Moyen-Orient, les relations de Moscou avec l'Iran. Enfin, il y a un tas de dossiers régionaux qui viennent s'accumuler en fait sur la table des dirigeants israéliens et qui les conduisent à dire qu'on n'a aucune raison de s'embrouiller avec les Russes, même si jamais on réprouve ce qui se passe en Ukraine. Bon. C'était le cas du gouvernement précédent, hein, et là c'est le cas manifestement également avec M. Netanyahou, même si on voit maintenant des visites de ministres israéliens à Kiev. J'ai parlé de ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu en Ukraine la semaine dernière. Même si on voit que les Israéliens continuent de poursuivre leur coopération avec l'Azerbaïdjan, ce qui à mon avis n'est pas forcément du goût des Russes. Mais j'ai plutôt le sentiment que tout ça, c'est potentiellement des leviers que les Israéliens cherchent à se créer, pas tant par rapport à l'Ukraine, mais plutôt par rapport à l'Iran ou à la Syrie, pour conserver des cartes dans leur jeu face à ce qui pourrait se passer, puisque une situation ne reste jamais figée de manière indéterminée, enfin éternelle. Je citerai par exemple la visite très récente du chef d'état-major américain en Syrie. Vous avez en ce moment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense américain, M. Austin, qui est lui aussi au Moyen-Orient. Bon, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Et donc, les Israéliens préfèrent se créer là aussi voilà, des leviers, à mon avis, en tout cas pour ne pas être pris au dépourvu, le cas échéant. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a plus d'autres questions pour l'instant, mais nous avons un invité surprise, donc le professeur Derlon. Professeur, vous êtes donc neurochirurgien. Cela fait plus de 30 ans que vous venez en Russie, si j'ai bien compris. Vous venez tous les ans et tous les ans pour plusieurs semaines. Donc, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez un accord avec l'Institut Bordenko dont vous allez nous parler. Mais faites-nous part aussi de votre sentiment sur la Russie et puis bien évidemment depuis les événements ukrainiens. Donc, la parole est à vous. Si ça marche, voilà. Bon, merci pour votre invitation. Oui, en fait, depuis très, très jeune, depuis mon adolescence, j'étais attiré par la culture russe, la littérature, la musique, etc. Mais je n'avais pas eu d'opportunité pour venir dans ce pays à l'époque soviétique, enfin, en tout cas, lorsque j'étais encore adolescent et très jeune. Et puis, cette possibilité m'a été offerte alors que j'étais déjà jeune professeur de neurochirurgie par un de mes collègues qui m'avait mis en relation avec les organisateurs d'une conférence internationale sur la circulation sanguine cérébrale, qui était un sujet dans lequel j'étais particulièrement impliqué. Conférence qui avait lieu à Tbilissi, organisée par un physiologiste assez connu à l'époque qui s'appelait M. Mchedichvili. Et donc, j'ai eu l'occasion pour la première fois en 88, donc à l'époque encore de l'URSS, de réaliser enfin mon rêve de venir ici. Et je suis passé bien sûr par Moscou, où fin avril, il y avait une tempête de neige qui m'avait accueilli. Et de là à Tbilissi, où là-bas, c'était au contraire les fruits, le printemps avancé, plus les mines goguenards des collègues géorgiens qui me demandaient ce que j'allais faire en Russie, où il fait si froid, alors que chez eux, il fait si bon et on boit du bon vin. Et à ce congrès, j'ai eu la possibilité de rencontrer, il y avait des collègues d'un petit peu tous les pays de l'orbite soviétique de l'époque, notamment polonais, avec qui je suis lié ensuite pendant plusieurs années. Mais surtout, il y avait plusieurs collègues russes de l'Institut national de neurochirurgie, Bordenko.
Et nous avons établi tout de suite des contacts. Et dès le mois d'octobre qui a suivi, j'ai été invité à l'Institut Borden-Co à faire une première conférence. Et à partir de là, eh bien, à partir de 88, je suis venu tous les ans en Russie. Alors au début, pour des périodes 2-3 fois dans l'année, mais des périodes d'1 ou 2 semaines. Et puis après, ça a été plus régulier. Il y a eu plusieurs années durant lesquelles je venais 1 semaine sur 2 pratiquement. Et puis, depuis 2014, je venais à peu près 1 semaine par mois travailler. Alors, à l'époque, j'étais donc d'une part agrégé de neurochirurgie à Caen, en Normandie, mais surtout, j'avais créé et dirigé pendant 12 ans un centre de recherche en neurosciences qui s'appelle le Cicéron, qui s'est considérablement diversifié dans ses méthodes d'investigation, mais à l'époque, le clou des moyens d'investigation, c'était la tomographie par émission de positons qui était encore balbutiante dans le monde. Il y avait très peu de centres avec cette technique. Et le centre de Caen que j'ai créé et dirigé était le second en France après l'Institut Frédéric Joliot à Orsay à disposer de cette méthode d'imagerie qui n'était pas encore du tout commercialisée ni facile. Et donc, ça m'a servi aussi un petit peu de carte de visite spécifique dans mes premières années ici, car à l'Institut Kurchatov, qui est le grand institut de physique corpusculaire, il y avait un département de radiochimie qui s'intéressait au développement des traceurs qu'on injecte dans l'organisme et qui émettent des rayonnements de positons. Et il y avait un projet donc de mettre au point une caméra de conception soviétique à positons. Ce projet n'a jamais abouti. Et dans le même temps, la France, avec le CEA, qui était assez en pointe dans ces domaines, a vu aussi sa propre industrie biomédicale d'imagerie progressivement péricliter en étant phagocytée par de grandes entreprises, notamment américaines, General Electric, qui a racheté à peu près tout le potentiel qu'il y avait en France à l'époque. Mais la France, à l'époque, équipait pas mal de centres en Russie. Et donc, j'avais un petit peu cette double casquette à la fois de neurochirurgien classique, je dirais, et puis dans l'innovation en neuroimagerie pour pousser un peu le développement de mes collaborations avec l'Institut Borden-Co. Alors, la première fois que je suis arrivé à l'Institut, donc fin de 88, ça a été un choc parce que l'Institut était dans l'ancien bâtiment qui existe toujours, entre la rue Fadeïev et la 4e rue Tverskaya. C'était un bâtiment de la fin du 19e siècle. C'est là que Borden-Co avait créé son institut en 1933, chirurgien militaire, mais orienté neurochirurgie. Et cet institut qui était très prestigieux par son nom, en tout cas ceux qui l'avaient visité, était dans une situation économique absolument incroyable. J'avais l'impression de me retrouver dans une première année de médecine dans les salles communes de la salle pétrière, tellement c'était le dénuement total. Il n'y avait pas d'usage unique, c'était restérilisé, réutilisé plusieurs fois. Les blocs opératoires étaient installés dans l'ancienne chapelle qui avait été désaffectée, évidemment, comme beaucoup de lieux religieux en URSS. Et donc, c'était assez impressionnant, le contraste entre le dénuement économique et par contre, la discipline qui régnait et le souci de tenir bon le cap malgré cette situation. Alors, l'Institut était en fait très éloigné des courants d'échange scientifiques dans le monde à l'époque.
Et ils avaient très peu accès aussi à la littérature scientifique internationale, puisque tout était en revue papier à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, à chaque fois que j'y allais, on me demandait de ramener des photocopies d'articles ou des livres, etc., parce qu'ils avaient très peu accès à ça. Et donc, ça a été le premier choc, un peu le contraste entre des gens très volontaires et puis des moyens extrêmement limités. Et alors, j'avais pourtant entendu parler avant de l'Institut Bordenko à trois reprises. Quand j'étais interne à la Salpêtrière, un de mes chefs de service, Bernard Pertuset, était venu à l'Institut Bordenko et il était revenu absolument émerveillé, surtout par l'autorité et le pouvoir dont jouissait le directeur de l'Institut, Alexandre Konovalov, qui travaille encore à 85 ans, mais qui n'est plus directeur. Et comme lui, Pertuset était un homme assez autoritaire, c'était pour lui absolument un rêve jamais réalisé, puisqu'en France, 68 était passé par là, donc les mandarins n'avaient plus vraiment le vent en poupe. Et là, il y a d'un seul coup, il avait découvert un mandarin absolu devant lequel tout le monde s'inclinait respectueusement. Alors, la deuxième fois, c'est quand j'étais toujours interne, mais cette fois à Lariboisière. Il se trouve que malgré tout, il y avait des capacités d'innovation dans cet institut. Et c'est ici que Serbinenko a été le premier au monde à boucher une malformation vasculaire qu'on appelle un anévrisme à l'intérieur de la boîte crânienne sans ouvrir la boîte crânienne, mais en montant un petit ballon qui gonflait au bout d'un cathéter. Ça a été une première mondiale. Et à Lariboisière, où j'étais interne à l'époque, on s'intéressait beaucoup à ces possibilités. Et donc, toute la délégation de Lariboisière est allée à l'Institut Bordenko pour voir comment on faisait. Et là, ils en ont été pour leurs frais parce que Serbinenko faisait 2 mètres de hauteur. Et tout le problème, c'est évidemment, une fois que le ballonnet est dans l'anévrisme, de pouvoir le séparer du petit cathéter qu'il faut retirer. Et avec son dos très large, il faisait en sorte que ceux qui étaient derrière lui ne puissent pas voir la petite manœuvre qui permettait de décrocher. Bon. Et malgré tout, il y a eu une société industrielle, Balt, qui a essayé de commercialiser le système. Et puis très vite, les Français et les Américains ont pris la relève sur le plan de l'innovation à la phase industrielle. Et ça n'a guère profité à l'Institut Bordenko. Et puis la troisième fois, c'était quand j'étais chef de clinique à la Salpêtrière. Il y avait un neurologue qui était venu à l'Institut Bordenko où travaillait Alexandre Louria, qui était un psychologue très neuropsychologue qui a vraiment fondé un petit peu la neuropsychologie moderne. Donc ça, c'était les débuts. Et puis je suis venu donc très régulièrement, je travaillais là-bas, j'opérais un peu, etc. Et puis au tout début des années 2000, j'ai fait la connaissance d'un Français, André Koboulov, qui a créé l'EMC, le Centre médical européen, et qui m'a proposé d'y faire quelques consultations. Et j'ai fait là-bas les premières interventions neurochirurgicales quasiment dans le grenier de Spiridonevski Pireulok, qui était le tout petit bâtiment initial voilà, de l'OMC. Avec un microscope que j'avais pu faire vendre à André Koboulov, qui était très radin. Ça avait été vendu pour 1 euro. C'était un microscope qui avait été déménagé du service de neurochirurgie de Caen dans le laboratoire d'anatomie, qui n'avait plus vraiment de fonction. Et André a payé le déplacement du microscope et son remontage ici pour le... Et donc, à partir alors pendant les années vraiment 90, hein, j'ai vraiment été aux premières loges pour voir l'effondrement économique, enfin qui était encore bien pire évidemment que ce qu'il y avait eu à la fin de l'époque soviétique. Et comme en plus je m'étais lié avec des amis, notamment musiciens, etc., j'ai pu voir jusqu'où allait la détresse économique pendant cette période.
Dans mes activités de consultant, je voyais aussi beaucoup d'étrangers qui consultaient à l'OMC et qui m'expliquaient que la Russie était le dernier endroit où ils allaient investir parce que c'était trop dangereux et qu'on risquait toujours de se faire racketter ou prendre une balle dans la tête. Et voilà. Et puis à partir de 2000, eh ben, j'ai vu, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui étaient ici, un redressement progressif, hein, à la fois de la sécurité, d'une stabilité économique, et j'ai vu naître la classe moyenne russe, notamment dans mes voyages en avion, parce qu'il n'y avait que 2 rotations par jour au début quand je venais et les avions étaient vides, ou avec quelques personnes privilégiées. Et puis petit à petit, j'ai vu ces avions augmenter en nombre et en remplissage avec tous ces membres de la classe moyenne. Et parallèlement, j'ai vu comment l'Institut avait été doté de moyens nouveaux qui étaient absolument inenvisageables quelques années avant. Le nouveau bâtiment qui maintenant se dresse et fait 22 étages, alors la construction avait été commencée à l'époque soviétique, mais avait été arrêtée à mi-hauteur parce qu'il n'y avait pas d'argent pour l'achever. En l'espace de 2 ans, les travaux ont repris et il a été finalement inauguré en 99. Et puis ensuite, bon, ça s'est développé jusque maintenant. Alors, ça reste quand même, il persiste des différences entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici. Alors bon, en France, bien sûr, comme tout le monde sait, le niveau de la médecine publique dégringole en chute libre depuis plusieurs années pour différentes raisons. Bon, ce qui n'est pas le cas ici. Je dirais que le milieu médical ici reste encore extrêmement hiérarchique, hein, avec les mauvais côtés que ça peut avoir et le fait notamment que l'enseignement, le compagnonnage dans l'enseignement pratique est beaucoup moins développé ici qu'en France, ce qui fait qu'à nombre d'années d'études égales, un étudiant en médecine en France a beaucoup plus d'autonomie et de capacité pratique, notamment en chirurgie, que ça n'est le cas ici. Et j'ai fait venir plusieurs internes et résidents qui ont passé 1 an dans mon service en France. Et à chaque fois, pour eux, c'était absolument une découverte et une transformation. Et donc, alors tout ça se modifie, hein, évolue. Bon. Mais il reste encore un petit gap sur ce plan-là. Voilà. Voilà, bon, mais merci, professeur. Vous voyez, on nous dit que vous êtes très intéressant. Donc, vous voyez, nos auditeurs vous écoutent. Mais Arnaud, tu as une question pour le professeur? Oui, j'en ai même 2 très, très courtes. La première, je souhaiterais avoir votre évaluation finalement d'ensemble au terme de 30 ans de coopération. Vous avez évoqué le début, la fin des années 80, une situation matérielle très difficile. Finalement, aujourd'hui, où en est l'Institut Burdenko, je dirais, dans l'échelle mondiale de la spécialité? Première question. Ouais. Et la deuxième, vous avez évoqué, toujours à la sortie de l'époque soviétique, une situation dans laquelle l'Institut était à la marge des échanges scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, selon vous, de revenir à une forme d'isolement scientifique dans le contexte actuel? Alors, oui, c'est 2 questions en une, en fait. C'est-à-dire que l'Institut est maintenant actuellement au standard du plus haut niveau international en ce qui concerne l'équipement, la formation, les moyens, etc. Il n'y a vraiment aucune... y compris maintenant, ils ont une unité de tomographie à positons à laquelle j'ai beaucoup contribué à sa naissance, sa genèse. Et donc, c'est absolument au top niveau. Sur le plan de l'activité, ils font à peu près 10 000 interventions chirurgicales par an, ce qui en fait le centre de neurochirurgie probablement le plus actif au monde, même par rapport au grand centre de Pékin. Bon. Donc ça, il n'y a plus aucun doute sur ce point. Et je dirais que les responsables au plus haut niveau de l'Institut ont beaucoup de liens internationaux, se déplacent beaucoup dans les congrès et sont totalement au fait. Alors, par contre, sur le plan du rayonnement international,
c'est un institut totalement ignoré. Tout le monde connaît la Mayo Clinic, tout le monde connaît le Mass Gen de Boston. Personne ne cite jamais l'Institut Burdenko. Pourquoi? Parce que il y a très peu de publications dans les revues avec reviewers et anglo-saxonnes. Et il y en a eu importante, mais en nombre, c'est très, très faible. Voilà. Et donc, en fait, ça reste un institut incroyablement ignoré par rapport à la masse considérable de patients qui sont traités. Et pourtant, il publie beaucoup, mais il publie énormément en russe. Alors, il y a bien sûr un petit résumé en anglais qui permet de figurer sur certaines listes de publications, mais ça suffit pas ensuite. Voilà. Donc, il y a un contraste là très, très flagrant. Et je dirais que de ce point de vue-là, la situation a peu changé par rapport à celle d'il y a 30 ans, de ce point de vue-là. Parce qu'on nous demande, les échanges avec les BRICS vont-ils tirer la médecine russe par le haut? Mais si j'ai bien compris, ils sont déjà... mais la médecine russe est déjà à un très haut niveau pour l'instant. À l'Institut Burdenko. Oui, alors, l'Institut Burdenko est une chose, et on ne peut pas comparer ce qui se passe dans les instituts et ce qui se passe dans la médecine en général en Russie. Parce que le maillage reste quand même pas du niveau qu'il est, par exemple, en Europe occidentale ou aux États-Unis. Et moi, il m'est très difficile de me prononcer sur le niveau de la médecine en Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque soviétique, le niveau était d'une extrême médiocrité. L'espérance de vie en Russie était de 10 ans inférieure à ce qu'elle était en Europe occidentale. Et de ce point de vue-là, bon, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été très efficaces, sûrement sur la santé, des mesures de santé publique, hein, mais je ne peux pas me prononcer, par contre, sur. Je connais mal le fonctionnement, si vous voulez, de la médecine. La médecine quotidienne. Il me semble qu'il y a quand même une médecine à 2 vitesses. La différence, c'est qu'en France, le caractère obligatoire de l'assurance de la sécurité sociale et le fait que finalement tout le monde peut à peu près se faire soigner n'importe où, y compris dans des cliniques privées grâce aux mutuelles, etc. Ceci n'existe pas au même degré en Russie. Donc, je pense qu'en Russie, il y a beaucoup plus une médecine à 2 vitesses qu'il n'y a en France, encore actuellement. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Et les équipements où sont fabriqués les équipements? En province, oui. Où sont fabriqués les équipements médicaux de pointe? Aux États-Unis, un petit peu en Allemagne. En France, il n'y a pratiquement plus d'industrie depuis 20 ans. Bon, c'est surtout les entreprises américaines ont quand même énormément racheté les entreprises françaises. Alors, il reste en Allemagne, je dirais Allemagne, Suisse et États-Unis. Hein. D'accord. Écoutez, professeur NOS, plus qu'à vous remercier. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Je sais que vous revenez régulièrement. Donc, vous allez revenir, vous revenez quand? Au mois d'avril ou au mois de mai? Oui, début mai, j'espère. Début mai? Oui. Très bien, bon, on vous retrouvera avec plaisir. Moment, oui. Et merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose pour les événements à venir. C'était donc notre 125e briefing. Le 28 mars, il y a une conférence Grand Paris, Grand Moscou de la modernisation et de la restructuration de l'espace urbain vers de nouveaux objectifs. C'est une table ronde de la CCI France-Russie qui se tiendra le 28 mars dans le cadre du 28e Salon international Mosbuild des matériaux de construction et de finition. C'est le plus grand salon des matériaux de construction en Russie. Les intervenants seront Maurice Leroy, l'ancien ministre de la Ville en charge du Grand Paris, et Nikita Stasichin, le vice-ministre de la Construction, du Logement et des Services urbains de la Fédération de Russie. Le Grand Paris, Grand Moscou était extrêmement actif et ça sera une table ronde extrêmement intéressante. Donc, ceux qui sont là, je ne peux que vous recommander de venir et d'y assister. Mais merci pour ce briefing. Vous retrouverez lundi prochain
le président Chenesso qui sera, j'espère, rentré de France. Vous ne retrouverez pas Pavel qui est toujours en Amérique du Sud. Vous retrouvez peut-être Nicolas qui sera enfin rentré d'Afrique. Bref, je ne serai plus seul. Donc, vous ne me verrez plus jusqu'à la fois prochaine. Merci beaucoup. Tenez bon, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci.